As-tu déjà ressenti une pression émotionnelle écrasante, comme si les tempêtes de la vie étaient trop fortes pour les affronter? La vérité est que nous faisons tous face à des moments de difficulté. Et ce qui fait vraiment la différence n'est pas d'éviter ces moments, mais comment nous les affrontons. La force émotionnelle n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons. C'est quelque chose qui se construit. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'apprendre à s'adapter, à trouver le calme au milieu du chaos, à savoir comment se relever encore et encore, peu importe ce que la vie te réserve. Ce scénario est conçu pour te montrer comment, à travers des habitudes simples mais puissantes, tu peux cultiver cette force intérieure qui te permettra de faire face à n'importe quel défi avec sérénité et détermination. La clé réside dans de petits changements quotidiens qui, avec le temps, transforment ta vie émotionnelle. Es-tu prêt à commencer à construire cette force de l'intérieur parce que tout ce dont tu as besoin est de décider de faire le premier pas? Habitude 1. Fais de l'oubli sélectif une habitude en laissant derrière toi les souvenirs qui t'ancrent dans le passé. Es-tu encore en train de porter le poids de ce qui s'est passé hier, la semaine dernière ou même il y a des années? Arrête de te mentir, ces souvenirs ne te servent pas. Chaque fois que tu t'arrêtes pour revivre ce qu'on t'a fait ou ce que tu as perdu, tu continues à renforcer les chaînes qui te maintiennent attaché à un passé qui n'existe plus. L'oubli sélectif n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux libérer ton esprit et avancer vers l'avenir. Affrontons-le. S'accrocher au passé est un poison. Les émotions non traitées, les ressentiments non résolus et les blessures non guéries drainent ton énergie. Chaque pensée négative sur ce que tu ne peux pas changer est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ta paix intérieure. L'oubli sélectif est la clé pour briser ce cycle destructeur. Je ne parle pas d'ignorer ou de nier ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de vivre dans un monde de fantaisie. L'oubli sélectif consiste à prendre une décision consciente, de laisser derrière soi les souvenirs qui, au lieu de t'enseigner quelque chose de précieux, te tirent seulement vers l'abîme émotionnel. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette dispute avec un ami qui te fait toujours mal, cette opportunité que tu as perdue, cette trahison qui t'a marqué, il est temps de lâcher tout ça. Fais-le parce que ta paix mentale et ton bien-être émotionnel en ont besoin. Si tu continues à t'accrocher à tout ce que tu ne peux pas changer, tu t'assures de rester bloqué. Rappelle-toi ceci, les souvenirs qui nous font le plus mal sont ceux qui ont le plus de pouvoir sur nous. Si tu ne laisses pas le passé te dominer, si tu prends le contrôle et te permets d'oublier ce qui n'a plus sa place dans ta vie, tu feras le premier pas vers la liberté émotionnelle. Tu te rendras compte à quel point l'esprit est léger lorsque tu décides de ne plus revivre les mêmes moments encore et encore. Cette habitude n'est pas facile. Elle ne le sera pas, mais tu n'es pas ici pour qu'on te dise que tout sera facile. Tu es ici parce que tu sais que le chemin vers la force émotionnelle passe par la libération de ce qui ne t'aide pas. Ne continue pas à nourrir tes peurs, tes culpabilités et tes regrets. Laisse aller ce qui ne te permet pas de grandir. L'oubli sélectif est une discipline qui nécessite de la pratique, mais je te garantis qu'avec le temps, il deviendra l'un des outils les plus puissants que tu aies pour atteindre la paix intérieure. Alors fais-le. Libère-toi. Oublie ce qui te maintient dans l'obscurité et fais de la place pour ce qui est à venir. Ce n'est qu'alors que tu seras vraiment prêt à avancer, sans les fardeaux du passé, avec un esprit plus fort et prêt à affronter ce qui vient. Habitude 2. Développe l'autocompassion et pardonne tes erreurs. Arrête de te punir pour chaque erreur que tu as commise. Tu sais quoi? Nous faisons tous des erreurs, et si tu penses que tu es l'exception, tu te mens à toi-même. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués réside dans la façon dont ils affrontent leurs échecs. Si tu continues à voir tes erreurs comme des preuves que tu n'es pas assez bon, tu n'arriveras jamais là où tu veux vraiment être. Le problème avec le manque d'autocompassion est simple. Tu te noies dans une mer de culpabilité et d'autocritique qui ne te sert à rien. Tu es obsédé par ce que tu as mal fait. Tu continues à te battre pour ne pas avoir fait les choses parfaitement.
Mais voici la vérité, personne n'est parfait. Personne. Ni les grands leaders, ni les génies, ni tes idoles. La perfection est une fantaisie. Et si tu vis en cherchant à atteindre quelque chose qui n'existe pas, tu perdras simplement ton temps. Le pardon commence par toi. Si tu n'es pas capable de te pardonner pour ce que tu as mal fait, tu choisis de rester coincé dans le passé, dans ce cycle destructeur qui t'empêche d'avancer. Il est temps que tu arrêtes de te trouver des excuses et que tu affrontes la dure réalité. Ton autocastigation ne sert à rien. Le seul effet qu'elle a est qu'elle nourrit la honte, l'insécurité et la frustration. Et tu sais quoi? Ces émotions ne te mènent nulle part. Tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Tu continues simplement à tourner en rond dans un cercle vicieux qui te consume. L'autocompassion ne signifie pas que tu commences à justifier chaque erreur. Il ne s'agit pas d'excuser ce que tu as mal fait. Il s'agit d'accepter que tu es humain, que tu as fait une erreur, mais que cela ne te définit pas. L'autocompassion, c'est comprendre que tu peux apprendre, corriger et améliorer, sans avoir besoin de te détruire dans le processus. La première étape pour te pardonner est d'arrêter de croire que tu dois être parfait. La vie ne fonctionne pas comme ça. Ce qui te définit ne sont pas tes échecs, mais ce que tu fais après les avoir commis. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir, mais seulement si tu es assez intelligent pour ne pas rester coincé dans le sentiment de culpabilité. Tu sais ce qui est vraiment destructeur, ne pas te pardonner. Le manque d'autocompassion te consume d'une manière beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle erreur que tu as pu commettre. L'autocompassion te libère. Elle te donne l'opportunité de continuer à avancer, d'apprendre de ton passé et de ne pas te laisser freiner. Si tu n'apprends pas à te pardonner, tu condamnes ton propre progrès. L'autocompassion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tu resteras attaché à tes erreurs, répétant le même schéma encore et encore. Arrête de te détruire. Pardonne tes erreurs, apprends d'elles et avance. Il est temps que tu prennes le contrôle. Habitude. 3. Fais de l'exercice pour libérer des endorphines. Arrête de trouver des excuses. Peu importe ce que tu dis, le fait est que ton corps a besoin de bouger. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière la paresse et les justifications. L'exercice n'est pas un caprice, c'est une nécessité fondamentale pour ton bien-être physique et mental. Si tu attends que les choses s'améliorent tout en ne faisant rien pour changer, alors ne te trompe plus. Les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Les endorphines, ces substances chimiques que ton cerveau libère lorsque tu fais de l'exercice, sont l'arme secrète à ta disposition. Ce sont elles qui te donnent cette sensation de bien-être, de soulagement, de contrôle. Tu ne l'as pas ressenti parce que tu préfères rester sur le canapé en attendant que quelque chose de magique se produise. Et la vérité est qu'il n'y a pas de magie. La magie est dans le mouvement, dans le fait de faire fonctionner ton corps comme il le doit. Arrête d'attendre que l'humeur vienne d'elle-même. L'humeur se construit avec l'action. Savais-tu que l'exercice est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le stress et l'anxiété ? C'est vrai. Et le plus ironique, c'est que tu continues à choisir de rester immobile, enfermé dans tes pensées, laissant les problèmes s'accumuler. Les problèmes ne se résolvent pas en restant paralysés. Ils se résolvent par l'action, par le mouvement. Quand tu transpires, quand tu défies ton corps, tu commences à libérer ces endorphines qui t'aident à rester calme, à avoir une clarté mentale, à ne pas laisser les émotions négatives te contrôler. Il est temps que tu arrêtes d'attendre la motivation parfaite qui n'arrive jamais. La motivation se crée avec l'action. L'exercice n'est pas une option. C'est une nécessité pour ceux qui cherchent à avoir le contrôle sur leurs émotions. Ne te trompe pas en pensant que l'exercice est seulement pour perdre du poids ou améliorer l'apparence. Le véritable pouvoir réside dans la façon dont il transforme ton esprit. Un esprit fort a besoin d'un corps fort. Arrête de jouer le jeu du confort, de l'inaction. La vie n'attend pas que tu te mettes en forme. Alors fais-le. Bouge. Fais de l'exercice. Libère ces endorphines et commence à te sentir comme tu devrais, en contrôle. Arrête d'être faible mentalement. Si ton corps ne bouge pas, ton esprit ne le fait pas non plus.
Tu as besoin de l'exercice pour faire face aux adversités, pour mieux gérer le stress, pour être à ton meilleur. Il n'y a pas d'excuse. Qu'attends-tu? Une permission? L'heure exacte? Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre des mesures dès maintenant. Fais de chaque moment d'exercice une victoire sur tes limites. Fais travailler ces endorphines pour toi. Et quand tu te sentiras fort, tu comprendras qu'il n'y a rien que tu ne peux pas affronter. Habitude. 4. Maintiens une routine de sommeil constante. Arrête de te mentir à toi-même. Le fait que tu sautes d'un horaire de sommeil à un autre, que tu dors peu et que tu penses pouvoir réparer cela plus tard est une illusion. Si tu ne dors pas ce dont tu as besoin et à l'heure dont tu as besoin, tu sabotes tout. Le manque de sommeil n'est pas quelque chose que tu peux gérer avec une tasse de café supplémentaire ou avec un jour de plus. Tu ne le gères pas, il te gère. Et laisse-moi te dire quelque chose, il n'y a rien de plus destructeur pour ton bien-être physique et mental que de ne pas bien dormir. C'est aussi simple que cela. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Ce n'est pas négociable. La constance est la clé. Si tu n'établis pas une routine de sommeil et que tu ne la suis pas, tu ne peux pas espérer performer au niveau dont tu as besoin. Tu joues avec le feu. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Le manque de sommeil chronique affecte ta capacité à prendre des décisions, ton humeur et, plus grave encore, ta santé à long terme. Penses-tu vraiment pouvoir l'ignorer et rester productif, efficace et émotionnellement équilibré? Tu te trompes. L'épuisement te rend faible, instable et enclin à faire des erreurs stupides. Il n'y a pas moyen d'être fort, intelligent ou efficace sans un bon repos. Qu'attends-tu pour le comprendre? Si tu ne dors pas de manière constante, ton cerveau ne fonctionne pas comme il le devrait. C'est aussi simple que cela. Tu réduis tes performances au minimum et tu ne le reconnais pas. Le manque de sommeil affecte ta capacité à apprendre, à retenir des informations et à gérer le stress. Si tu ne peux pas maintenir une routine de sommeil, tu ne peux pas espérer gérer les pressions du quotidien sans tomber dans le désespoir. Penses-tu gagner quelque chose en restant éveillé tard? Tu ne gagnes rien, tu ruines simplement ton avenir. Il est temps d'être réaliste. Les excuses ne servent plus. Bien dormir est crucial pour ton succès, pour ta clarté mentale et pour ta stabilité émotionnelle. Tu ne peux pas espérer avoir l'énergie et l'état d'esprit nécessaires pour affronter les défis de la vie sans un repos suffisant. Et je ne parle pas de dormir pour dormir. Je parle d'un sommeil qui soit réparateur, profond et constant. Sans une routine solide, tu compromets ta capacité à être le meilleur. Tu choisis la médiocrité. Arrête de jouer avec ta santé et ton avenir. Établis une routine de sommeil qui fonctionne pour toi. Sois discipliné et fais du sommeil une priorité. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux vraiment être plus fort, plus efficace, plus concentré, alors dors bien. Parce que si tu ne le fais pas, les dégâts sont déjà faits et tu les paieras avec chaque mauvaise décision, chaque erreur inutile et la constante sensation de te traîner. Le choix est à toi. Soit tu dors bien, soit tu continues à perdre. Habitude. 5. Faites un check-in émotionnel chaque matin. Arrête de te lever et de suivre le flux de la journée sans plus. Tu n'as aucune idée de ce que tu ressens vraiment jusqu'à ce que tu t'arrêtes pour y penser. Il est si facile de se perdre dans la routine, dans la précipitation de faire sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement en toi. Mais savais-tu que c'est la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à progresser émotionnellement? Tu fonctionnes en pilote automatique et c'est une grosse erreur. Un check-in émotionnel chaque matin n'est pas optionnel, c'est obligatoire si tu veux vraiment avoir le contrôle sur tes émotions et, par conséquent, ta vie. Si tu ne prends pas une minute au début de la journée pour reconnaître comment tu te sens, ce que tu fais, c'est ignorer les signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. Tu éludes le travail le plus basique de la vie, te comprendre toi-même. Pourquoi es-tu surpris quand tu te sens débordé, irritable ou déconnecté? Tu ignores le thermomètre émotionnel de ta vie. Sans un check-in émotionnel, tu affrontes la journée avec un fardeau interne sans l'avoir traité. Et cela t'affecte plus que tu ne le penses.
Si tu ne peux pas comprendre ce que tu ressens, tu ne pourras jamais le gérer efficacement. C'est simple. Si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas ce que tu portes émotionnellement, tu ne peux pas prendre de décisions claires ni agir de manière cohérente. C'est aussi direct que ça. Tu as besoin de cette pause quotidienne pour faire l'inventaire de ton état émotionnel. Le fait que tu ne le fasses pas te met dans une position vulnérable. Le moindre petit désagrément, le moindre commentaire déplacé peut te déstabiliser et te mener sur un chemin que tu ne comprends même pas. Ne pas savoir ce que tu ressens te transforme en une marionnette, réagissant aux stimuli externes sans savoir comment te contrôler. Ne fais pas l'imbécile, ne continue pas à ignorer ce qui se passe en toi. Si tu ne fais pas un check-in émotionnel, si tu ne prends pas le temps de faire face à ce qui se passe dans ton esprit et ton cœur, tu t'affaiblis. Tous les grands leaders, les personnes à haute performance, les individus qui maîtrisent vraiment leur vie, font cela tous les jours. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. C'est ta responsabilité émotionnelle. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, comment espères-tu prendre des décisions qui ne sont pas chargées de réactions impulsives, basées sur des émotions non traitées? Alors arrête-toi une seconde. Arrête-toi avant de courir pour faire 1000 choses. Fais un check-in émotionnel. Il ne s'agit pas de faire une liste de choses à faire ou de remplir la journée avec des tâches. Il s'agit d'identifier ce que tu ressens, sans excuse ni évasion. Es-tu stressé? Es-tu motivé? Es-tu fatigué? Quoi que ce soit, reconnais-le. Et ensuite, agis en conséquence. Ce n'est qu'en prenant conscience de ce qui est en toi que tu pourras commencer à le changer. Habitude 6. Apprends à déléguer et à réduire le stress inutile. Écoute bien, si tu continues à essayer de tout faire tout seul, tu commets une grave erreur. Tu n'es pas une machine et tu n'es pas conçu pour porter le poids de tout. Le stress que tu traînes, les heures perdues, l'épuisement mental que tu ressens ne sont pas une médaille d'honneur. Ce sont des signes clairs que tu ne sais pas déléguer. Et si tu ne sais pas déléguer, tu te détruis de l'intérieur. Déléguer n'est pas un luxe ni une option. C'est une compétence cruciale pour maintenir ta santé mentale, ta productivité et ton bien-être. Tu n'es pas ici pour tout faire toi-même, pour être le héros de chaque tâche. Les gens qui essaient de tout embrasser finissent par exploser, s'effondrant sous le poids de leur propre incapacité à demander de l'aide. À quoi bon essayer de tout porter si tu le fais mal, stressé et à moitié? Ce que tu ne comprends pas, c'est que déléguer ne te rend pas plus faible, ça te rend plus intelligent. Le stress inutile que tu accumules n'est pas une partie de la vie réussie. C'est le résultat de ne pas savoir sur quoi tu dois vraiment te concentrer. Tu es dans une bataille constante, voulant tout contrôler autour de toi, mais la vérité est que tu ne peux pas. C'est impossible. Si tu continues à t'accrocher à l'idée que tout dépend de toi, tu te trompes, simplement. Déléguer est la première étape pour te libérer de ce fardeau. C'est prendre des décisions intelligentes sur ce qui nécessite vraiment ton attention et ce que tu peux lâcher. Pourquoi continuer à t'impliquer dans des choses qui ne sont pas de ta responsabilité? Pourquoi ne pas donner à d'autres la chance de montrer ce qu'ils peuvent faire? La peur de déléguer repose sur la fausse croyance que personne d'autre ne le fera comme toi. C'est une pensée limitée. Tout ne doit pas être parfait à ta manière. Déléguer signifie faire confiance aux autres, accepter qu'il y a de nombreuses façons de faire les choses et surtout libérer ton esprit des tâches qui ne sont pas alignées avec tes objectifs les plus importants. Tu perds du temps et de l'énergie sur des choses qui ne t'apportent rien. Tu te laisses distraire par le bruit pendant que ton véritable focus s'estompe. Ne pense pas que déléguer est une perte de contrôle. C'est un investissement dans ta paix intérieure. Chaque minute que tu économises en déléguant est une minute que tu peux utiliser pour ce qui compte vraiment, pour le travail que seul toi peux faire, pour ta croissance. Le stress que tu réduis en déléguant est vital pour ta stabilité. Arrête de penser que tout dépend de toi et commence à faire en sorte que d'autres assument également des responsabilités. C'est le moment de te réveiller. Arrête de t'accrocher à tout, d'essayer de tout faire tout seul. Déléguer est la clé pour réduire ce stress inutile qui te tue. Et si tu n'apprends pas à le faire,
tu n'atteindras jamais le niveau de succès que tu recherches. Tu n'es pas invincible. Apprends à déléguer et libère-toi de ce fardeau. Habitude 7. Trouve de l'humour même dans les situations difficiles. Soyons clairs, la vie n'est pas facile. Il y a des moments où tout part en vrille, où les problèmes s'accumulent et la pression semble t'écraser. Mais si tu n'apprends pas à trouver de l'humour même dans ces situations difficiles, tu vas rester coincé dans le même cycle de désespoir. Parce que laisse-moi te dire quelque chose, la souffrance constante n'est pas une option. Nous ne sommes pas ici pour vivre avec une longue face tout le temps, en nous lamentant sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Non, nous sommes ici pour être assez forts pour rire au milieu du chaos. L'humour n'est pas seulement une distraction, c'est un outil de survie. Tu sais ce que font les gens qui savent vraiment vivre? Ils rient quand les choses deviennent dures. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas de ce qui se passe, mais parce qu'ils comprennent que le contrôle qu'ils ont sur les circonstances est limité. L'humour te donne du pouvoir sur ce que tu ne peux pas changer. Il t'aide à garder la perspective et, le plus important, il te libère de l'anxiété et de la tension qui viennent avec la constante gravité. Si tu ne peux pas trouver un moyen de rire, même de toi-même, ce que tu fais vraiment, c'est te maintenir coincé dans une mentalité de victime. Tu permets aux circonstances de te contrôler, au lieu d'utiliser ton sens de l'humour comme un moyen de prendre le contrôle. Et ça, mon ami, c'est un moyen rapide de détruire ton bien-être émotionnel. Le stress, la frustration, la colère, toutes ces émotions négatives se dissipent lorsque tu permets à l'humour d'entrer en jeu. Tu arrêtes de te prendre toi-même trop au sérieux et tu commences à voir que la vie, bien qu'elle soit dure, a aussi son côté ridicule. Les gens qui trouvent de l'humour dans les adversités ne sont pas faibles, loin de là. Ce sont les plus résilients. La véritable force n'est pas seulement de supporter le poids de la vie, c'est d'apprendre à vivre avec, sans qu'il te consume. L'humour t'aide à rester à flot, à voir les choses avec une nouvelle perspective. Quand tu prends un moment pour rire, même au milieu du désastre, tu choisis la paix plutôt que l'angoisse. Tu démontres que peu importe à quel point la situation est difficile, tu restes aux commandes. Ne continue pas à laisser la vie te démolir. Ne continue pas à nourrir ce pessimisme et cette tension. Trouve de l'humour, même dans les moments les plus sombres, et tu seras capable de gérer l'adversité d'une manière que ceux qui ne le font pas ne pourront même pas imaginer. Cette habitude n'est pas seulement une façon de passer le temps, c'est une façon de te renforcer, de résister et de vivre avec une mentalité imbattable. N'oublie pas, rire des difficultés est une façon de les surmonter. Habitude 8. Reconnais tes émotions, mais ne les laisse pas te définir. Voici la dure réalité. Tes émotions ne te définissent pas. Ne te trompe pas en pensant que ce que tu ressens est ce que tu es. Si tu n'apprends pas à séparer qui tu es de ce que tu ressens à un moment donné, tu seras l'esclave de chaque humeur qui te traverse. Tu es en colère, tu te sens triste, c'est normal. Les émotions font partie naturellement de la vie. Mais voici le point, ne reste pas coincé là. Ne laisse pas un mauvais moment devenir ton identité. La plus grande erreur que tu peux commettre est de permettre à une émotion négative de te contrôler, comme si cette émotion avait du pouvoir sur toi. Ces émotions sont là pour être vécues, pas pour prendre le contrôle de ta vie. Les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions sont pris dans un cycle sans fin de réactions impulsives. Tu laisses la colère te consumer, tu laisses la tristesse t'immobiliser, tu laisses l'anxiété te paralyser, et le pire, c'est que tu crois que c'est tout ce que tu es. Une personne irritable, une personne déprimée, une personne inquiète. Non, tu es bien plus que ça. Tu as le contrôle. Tu as le pouvoir de décider quoi faire de ce que tu ressens. Et si tu ne l'utilises pas, alors tu resteras coincé dans un cycle qui ne finira jamais. La première étape pour ne pas être défini par tes émotions est de les reconnaître. Mais reconnaître ne signifie pas succomber à elles. Ce n'est pas dire « je suis en colère » et laisser cette colère ruiner ta journée. C'est dire « je suis en colère », mais je ne vais pas laisser cela gouverner mon comportement.
Reconnaître tes émotions signifie être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens, sans peur, sans honte. C'est un acte d'autoconnaissance et de maturité. Mais l'étape suivante est encore plus importante. Ne pas laisser ces émotions contrôler tes décisions. Ne laisse pas une mauvaise journée devenir une excuse pour te comporter de manière destructive. Ce que tu ressens n'est qu'une partie de ce que tu es. Si tu permets aux émotions négatives de définir qui tu es, ce que tu fais vraiment, c'est renoncer au contrôle. Tu deviens une victime de tes propres sentiments. Et ça, mon ami, c'est le chemin direct vers la frustration, le malheur et le manque de progrès. Tu dois être plus intelligent que ça, tu dois être plus fort que ça. Le défi ici est de posséder tes émotions, de ne pas les laisser te contrôler. Alors quand tu te sens en colère, triste, anxieux ou frustré, reconnais ce que tu ressens, mais ne laisse pas cela définir qui tu es ou ce que tu es capable de faire. Les émotions sont des outils, pas des chaînes. Utilise-les à ton avantage, mais ne les laisse jamais te lier. Et souviens-toi de ceci, tu décides comment agir, pas tes émotions. Si tu ne l'apprends pas, tu ne seras jamais vraiment libre. Habitude 9. Élimine la souffrance inutile. Écoute-moi bien, la plupart de ta souffrance est inutile. Elle est auto-imposée. Elle est le résultat de ton incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Tu continues à choisir de souffrir pour des choses que tu ne peux pas contrôler, pour des erreurs passées ou pour des préoccupations futures. Et le pire de tout, tu continues à te donner la permission de rester là, coincé dans la douleur que tu as toi-même créée. Si tu veux changer, tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas condamné à souffrir. La souffrance que tu expérimentes dans ta vie, pour la plupart, est un choix, et il est temps que tu arrêtes de la choisir. Te plains-tu constamment de ce qui t'arrive? Te lamentes-tu de ce que tu n'as pas ou de ce que tu as perdu? Continues-tu à te tourmenter pour des décisions passées? Arrête-toi maintenant. La souffrance inutile n'est pas seulement une perte de temps, c'est une perte d'énergie, de ton bien-être émotionnel et de ta santé mentale. Pourquoi continuer à nourrir un monstre qui ne fait que te rendre plus faible, plus instable, plus incapable d'avancer? La souffrance qui n'est pas basée sur des faits réels et concrets n'est qu'une distorsion de ton esprit. Si tu regardes vraiment ce qui se passe, la plupart de tes souffrances n'ont pas de base solide. Elles ne sont ancrées qu'à des pensées irrationnelles, des croyances limitantes et une vision déformée de la vie. Ne continue pas à être une victime de tes propres pensées. La souffrance inutile naît de la peur, de l'anxiété et de la résistance à ce que tu ne peux pas changer. Tu résistes à ce qui est, à ce qui se passe, à ce que tu ne peux pas contrôler, et c'est ce qui t'épuise. Sais-tu ce qui te rend vraiment faible? C'est ton incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont, à regarder la vie et à dire « c'est ce qu'il y a, et je vais agir avec ce que j'ai ». La souffrance ne vient pas des circonstances, mais de la façon dont tu décides de réagir à elle. Arrête de chercher des raisons de souffrir et commence à chercher des raisons d'apprendre, de grandir et d'avancer. C'est un fait. Personne ne peut contrôler tout ce qui lui arrive, mais tout le monde peut contrôler comment il réagit. Si tu continues à penser que la souffrance est inévitable, si tu continues à croire qu'il n'y a pas d'issue, tu te mens à toi-même. Personne n'est obligé de souffrir pour des choses qu'il ne peut pas changer. La vie n'est pas juste, et c'est bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait ou facile, mais tu peux décider que tu ne vas pas rester coincé dans un cycle de souffrance que tu alimentes toi-même. Tu peux décider de te libérer. Élimine la souffrance inutile. Arrête de permettre que la douleur mentale te contrôle. La vie a déjà assez de défis réels. Ne rends pas le tien encore plus difficile en restant coincé dans ce que tu ne peux pas changer. Fais-le maintenant. Pas demain, pas dans le futur. Élimine l'inutile et vis avec clarté, avec action, avec un but. Ce n'est qu'alors que tu commenceras à ressentir la véritable liberté. Habitude 10. Réfléchis à tes réactions. Voici la dure vérité. Ce qui te tire le plus vers le bas, c'est ta façon de réagir aux choses. Ce ne sont pas les problèmes en eux-mêmes qui te détruisent, c'est la façon dont tu choisis de leur répondre.
Je te le répète, le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis à cela. Si tu ne prends pas un moment pour réfléchir à ces réactions automatiques, tu laisses ta vie être contrôlée par des impulsions, par des émotions passagères qui ne font que te tirer vers le chaos. Et le pire de tout, c'est que tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Te mets-tu en colère trop rapidement? Te laisses-tu emporter par la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Te sens-tu victime des circonstances, incapable de contrôler ta réponse aux défis? Si c'est le cas, tu permets à ta vie d'être définie par tes réactions, par cette impulsivité qui ne te mène nulle part. Il est temps que tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu commences à réfléchir à chacune de tes réponses émotionnelles. Tu ne peux pas changer ce qui t'arrive, mais tu peux changer la façon dont tu choisis de le confronter. Si tu ne réfléchis pas à tes réactions, si tu ne t'arrêtes pas pour penser à pourquoi tu agis de la façon dont tu le fais, tu seras condamné à vivre en répétant les mêmes schémas encore et encore. Chaque fois que tu perds le contrôle et que tu laisses la colère, la peur ou la frustration te dominer, tu ne fais que construire une version plus faible de toi-même. Chaque réaction automatique te fait perdre le contrôle et te rapproche d'une version de toi que tu ne veux pas être. Réfléchir à tes réactions n'est pas seulement un exercice mental, c'est un acte de responsabilité personnelle. C'est la première étape pour prendre le contrôle de ta vie. Je te le dirai clairement. Si tu n'es pas conscient de la façon dont tu réagis, tu te sabotes toi-même. Les personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne remettent pas en question leurs réponses émotionnelles, vivent à la merci de leur environnement. Elles ne sont pas libres, elles n'ont pas de contrôle. Si tu veux changer ta vie, si tu veux grandir, tu dois apprendre à réfléchir. Tu dois te demander « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» et « Est-ce la meilleure façon de répondre ?» La réflexion te donne le pouvoir de prendre des décisions plus sages, plus calmes et plus alignées avec tes objectifs. Il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas d'éliminer toutes les émotions négatives. Il s'agit d'avoir le contrôle, de ne pas laisser la colère, la peur ou le désespoir décider pour toi. Réfléchir à tes réactions est la façon la plus efficace de cesser d'être une victime de tes propres impulsions. Alors, commence maintenant. Réfléchis, questionne, agis avec conscience. Si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans le même cycle destructeur. Et ne te trompe pas, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour vivre avec un but, un contrôle et une direction. Ta vie est déterminée par ce que tu penses. Si tu te dis à toi-même que quelque chose est impossible, tu ne l'essaieras jamais. Si tu crois que tu ne peux pas t'améliorer, tu resteras bloqué. Si tu acceptes la médiocrité comme un destin, tu ne connaîtras jamais ton véritable potentiel. Mais que se passerait-il si tu reprogrammais ton esprit pour défier tout ce que tu croyais impossible? Les stoïciens savaient que l'esprit est le plus grand champ de bataille. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu interprètes et réponds à chaque défi. Une personne avec la bonne mentalité peut transformer les échecs en leçons, l'adversité en croissance et la discipline en une force irrésistible. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans leurs compétences, mais dans leur capacité à entraîner leur esprit. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'être une victime de tes pensées et prends le contrôle. Nous allons détruire les croyances qui te limitent, éliminer les distractions qui volent ton attention et développer une mentalité qui te rendra résistant à tout obstacle. Il ne s'agit pas de motivation passagère, mais d'un changement réel et permanent dans la façon dont tu vois le monde et toi-même. Si tu as déjà senti que quelque chose en toi est destiné à plus, c'est le moment de te réveiller. La transformation n'est pas un concept, c'est une décision. Es-tu prêt à réécrire ton histoire? Numéro 1. Brise les chaînes mentales qui te limitent. La plus grande prison dans laquelle tu peux vivre n'a ni barreaux ni murs physiques. C'est une prison construite par tes propres pensées, par des croyances limitantes qui te font douter de tes capacités, par des peurs héritées que tu n'as jamais remises en question et par la voix intérieure qui insiste pour te dire que tu n'es pas assez bon. Mais voici la vérité.
L'esprit est malléable, et les chaînes qui te lient aujourd'hui ne sont que des illusions que tu peux briser si tu décides de le faire. Tout commence par la conscience. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment tu te parles à toi-même? Comment te décris-tu? Comment interprètes-tu ce qui se passe autour de toi? La plupart des gens fonctionnent avec une narration interne automatique, programmée depuis l'enfance par des expériences passées, des commentaires d'autrui et une culture qui enseigne à se conformer. Si ton esprit a été entraîné à voir les problèmes comme des murs infranchissables plutôt que comme des défis à relever, tu seras condamné à vivre dans tes propres limites. Mais si tu décides de reprogrammer ta pensée, si tu choisis de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance, alors les chaînes commencent à s'affaiblir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous limitent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait que nous ne souffrons pas des choses en elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons d'elles. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, capable ou fort, tu agiras en conséquence. Mais si tu remets en question ces croyances, si tu commences à les voir comme des distorsions plutôt que comme des vérités absolues, alors tu peux commencer à changer ta réalité. Comment briser une chaîne mentale? D'abord, identifie la croyance qui te retient. Demande-toi, d'où vient cette idée? Est-elle vraiment mienne ou l'ai-je absorbée de quelqu'un d'autre? Ensuite, défie-la avec des faits. Si tu crois que tu n'es pas bon dans quelque chose, cherche des preuves qui contredisent cette idée. Les neurosciences ont démontré que l'esprit est plastique, ce qui signifie que tu peux changer les schémas de pensée avec de l'entraînement et de la répétition. Chaque fois que tu te surprends à tomber dans une pensée limitante, arrête-toi et remplace-la par une affirmation plus puissante. Mais il ne suffit pas de changer ta façon de penser, tu dois aussi agir en conséquence. L'action renforce la nouvelle mentalité. Si tu as toujours pensé que tu n'étais pas bon dans quelque chose, commence à le pratiquer tous les jours. Les preuves accumulées de tes propres progrès seront la preuve la plus puissante que les chaînes mentales n'étaient que des illusions. Le problème est que la plupart des gens veulent un changement sans effort, mais la transformation mentale nécessite un travail constant. Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes ou d'espérer qu'un jour tu te réveilles simplement en te sentant plus fort. Tu dois activement défier chaque croyance limitante, jour après jour, jusqu'à ce que la nouvelle façon de penser devienne ta norme. Si tu continues à répéter les mêmes pensées, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Si tu t'accroches à tes limites, tu resteras coincé en elles. Mais si aujourd'hui tu décides de remettre en question tes croyances, de défier ta narration et de prendre des mesures, tu briseras les chaînes mentales qui t'ont limité pendant des années. La vraie liberté ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Numéro 2. Fais travailler ton esprit pour toi, pas contre toi. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te pousser à réaliser l'impossible ou te condamner à une vie de médiocrité et de frustration. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients de la façon dont leur propre esprit les sabote. Ils sont pris au piège, dans des schémas de pensée négatifs, des doutes constants et un dialogue interne destructeur. Mais voici la clé. L'esprit n'est pas quelque chose de fixe, mais un muscle qui peut être entraîné. Si tu apprends à le contrôler, il cessera d'être un obstacle et deviendra l'outil le plus puissant en ta faveur. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais bien la façon dont nous y réagissons. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te perturbe, le problème n'est pas dans la chose en elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. Cela signifie que le plus grand ennemi que tu affrontes n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Chaque pensée négative, chaque excuse, chaque autocritique excessive sont des obstacles que tu crées toi-même. Mais la bonne nouvelle est que, si tu les as créés, tu peux aussi les défaire. Pense à ton esprit comme à un jardin. Si tu le laisses négliger, des mauvaises herbes pousseront. Pensées toxiques, peurs irrationnelles, croyances limitantes.
Mais si tu décides de le cultiver avec discipline, de nourrir des pensées de croissance et de défier tes propres doutes, alors il deviendra un terrain fertile pour la force mentale et le succès. Les neurosciences ont démontré que chaque pensée renforce les connexions neuronales. Si tu penses constamment à des problèmes, des soucis ou des insécurités, tu renforces ces voies mentales. Mais si tu entraînes ton cerveau à se concentrer sur des solutions, la croissance et les possibilités, ce sont ces connexions qui deviendront plus fortes. Comment faire travailler ton esprit pour toi? D'abord, prends conscience de ton dialogue interne. Comment te parles-tu à toi-même? Te traites-tu avec respect ou avec dureté? L'esprit croit ce que tu lui répètes constamment, donc si tu te dis constamment que tu n'es pas suffisant, tu en feras ta réalité. Change-le. Remplace chaque pensée autodestructrice par une pensée qui te renforce. Au lieu de dire « je ne suis pas bon à ça », dis « je m'améliorerai avec de la pratique ». Au lieu de « tout va mal pour moi », dis « j'apprends de chaque erreur ». Deuxièmement, arrête de nourrir des pensées inutiles. Combien de fois as-tu gaspillé de l'énergie à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle? L'esprit a une capacité limitée de concentration. Si tu la gaspilles en inquiétudes inutiles, il ne te restera rien pour ce qui compte vraiment. Adopte la mentalité stoïque. Accepte ce que tu ne peux pas changer et consacre ton énergie à ce que tu peux contrôler. Troisièmement, utilise la visualisation comme outil. Les grands athlètes, entrepreneurs et artistes ont utilisé la visualisation pour entraîner leur esprit avant d'atteindre leurs objectifs. Si tu imagines constamment un avenir où tu échoues, ton cerveau le prendra comme une prédiction et agira en conséquence. Mais si tu visualises le succès avec clarté et émotion, ton esprit travaillera pour le rendre réel. Ne laisse pas ton propre esprit être ton ennemi. Si tu ne l'entraînes pas, il te contrôlera. Mais si tu le disciplines, il deviendra l'arme la plus puissante que tu aies jamais eue. Numéro 3. Éliminez les distractions et concentrez-vous sur ce qui compte. Le monde moderne est un champ de bataille pour votre attention. Chaque notification, chaque message et chaque écran rivalisent pour vous voler des minutes, des heures, des jours de votre vie. Sans vous en rendre compte, vous tombez dans un cycle de distraction qui fragmente votre concentration, disperse votre énergie et vous éloigne de ce qui compte vraiment. Et voici la vérité. Celui qui contrôle son attention contrôle son destin. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas conscients du coût réel de la distraction. Il ne s'agit pas seulement du temps perdu, mais de la qualité de la pensée que vous sacrifiez. Chaque interruption, chaque changement soudain de tâche affecte votre capacité à entrer dans des états de concentration profonds. Les neurosciences le confirment. Chaque fois que vous permettez une distraction, votre cerveau a besoin de plusieurs minutes pour retrouver le niveau de concentration qu'il avait auparavant. Si cela se produit encore et encore tout au long de la journée, vous finissez par vous sentir épuisé, improductif et frustré, sans même avoir fait quoi que ce soit de significatif. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'attention. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la clé de la vie est de diriger l'esprit avec un but et de ne pas se laisser entraîner par des futilités. Aujourd'hui, plus que jamais, cet enseignement est essentiel. Mais comment reprendre le contrôle de votre attention dans un monde conçu pour la disperser? Premièrement, identifiez vos principales distractions. Elles ne sont pas toutes égales. Certaines sont évidentes, comme les réseaux sociaux ou la télévision, mais d'autres sont plus subtiles, des soucis inutiles, des conversations sans but, des habitudes mentales qui consomment votre énergie sans rien apporter en retour. Tenez un registre pendant une journée et demandez-vous: quelles activités ajoutent réellement de la valeur à ma vie et lesquelles ne sont que des échappatoires? Deuxièmement, établissez des barrières intentionnelles. L'autodiscipline ne consiste pas seulement en la force de volonté, mais aussi à concevoir un environnement qui favorise la concentration. Mettez vos notifications en silence, établissez des horaires sans interruption et utilisez des outils comme la méthode Pomodoro pour travailler en bloc de temps sans distraction. La clé
est de ne pas dépendre uniquement de la motivation, mais de stratégies concrètes qui protègent votre attention. Troisièmement, entraînez votre esprit à la concentration profonde. Nous sommes tellement habitués au bombardement constant d'informations que beaucoup ont perdu la capacité de faire une seule chose sans ressentir le besoin de vérifier leur téléphone ou de chercher une distraction. La solution est simple, mais nécessite de la pratique. Commencez par de courtes périodes de concentration absolue. Consacrez 20 minutes à une seule tâche, puis augmentez progressivement le temps. Avec le temps, vous retrouverez la capacité de vous immerger dans le travail sans vous sentir agité. Enfin, souvenez-vous de pourquoi cela compte. Chaque moment que vous passez distrait est un temps qui ne reviendra pas. Chaque minute investie dans quelque chose sans valeur est une minute que vous auriez pu consacrer à votre croissance, à votre but, à devenir la personne que vous voulez être. Si vous ne décidez pas sur quoi vous concentrer, le monde le décidera pour vous, et presque toujours, il choisira ce qui lui convient, pas à vous. Numéro 4. Comment les réseaux sociaux affectent votre esprit? Les réseaux sociaux ont changé la façon dont nous interagissons, mais ils ont également transformé la manière dont nous pensons. À première vue, ils semblent inoffensifs, un moyen de divertissement, de connexion, d'accès à l'information. Mais derrière chaque défilement infini, chaque notification et chaque interaction, il y a un design intentionnel pour modeler votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. L'impact le plus évident est sur votre attention. Des études ont montré que l'utilisation constante des réseaux sociaux réduit la capacité de concentration et fragmente la pensée. Chaque fois que vous passez d'une publication à une autre, votre cerveau s'habitue à traiter des informations rapides et superficielles, affaiblissant la capacité de se concentrer sur des tâches complexes. Vous devenez impatient, incapable de tolérer l'effort mental soutenu. Le pire, c'est que cet effet ne disparaît pas lorsque vous fermez l'application. Votre esprit continue de chercher ce même niveau de stimulation dans d'autres domaines de votre vie, rendant difficile la lecture approfondie, l'apprentissage ou même la simple contemplation sans distraction. Mais le problème n'est pas seulement l'attention, mais aussi la façon dont vous percevez la réalité. Les réseaux sociaux sont conçus pour montrer ce qui vous impacte le plus, pas nécessairement ce qui est vrai. Des algorithmes sélectionnent ce que vous voyez, en se basant sur ce qui génère le plus de réactions. Le résultat, une distorsion de la réalité où tout semble plus extrême qu'il ne l'est vraiment. Si vous vous entourez de contenu négatif, vous commencerez à voir le monde avec plus de peur et de méfiance. Si vous consommez des images de vie parfaites, vous comparerez inévitablement votre vie à une version filtrée et éditée de celle des autres, générant insatisfaction et faible estime de soi. Un autre aspect critique est l'impact sur la dopamine, le neurotransmetteur associé à la récompense et à la motivation. Chaque notification, chaque commentaire, chaque nouveau follower active de petits pics de dopamine, entraînant votre cerveau à chercher une validation externe plutôt qu'une satisfaction interne. Avec le temps, vous dépendez de ces stimuli pour vous sentir bien, ce qui peut conduire à l'anxiété, à une faible estime de soi et même à la dépression lorsque vous ne recevez pas la réponse que vous attendez. Et puis, il y a l'effet sur les relations humaines. Les réseaux promettent une connexion, mais ils génèrent souvent le contraire. Ils remplacent les interactions réelles par des interactions superficielles, réduisant la profondeur des conversations et la qualité des liens. De plus, ils créent l'illusion que rester en contact avec quelqu'un est la même chose que de construire une relation significative, alors qu'en réalité, ce sont des choses très différentes. Cela signifie-t-il que vous devez éliminer complètement les réseaux sociaux ? Pas nécessairement. Mais cela signifie que vous devez les utiliser avec intention et ne pas les laisser vous utiliser. Établissez des limites claires, réduisez le temps d'exposition et observez comment ils affectent votre état mental. Demandez-vous s'ils vous apportent réellement quelque chose ou s'ils ne font que consommer votre temps et votre énergie. Votre esprit est votre ressource la plus précieuse.
Si vous permettez aux réseaux sociaux de le contrôler, vous remettrez votre capacité de concentration, votre bien-être émotionnel et votre perception de la réalité à un système conçu pour vous garder piégé. La décision de reprendre le contrôle n'appartient qu'à vous. Numéro 5. Éliminez l'autocritique et avancez. Ton pire ennemi n'est pas le monde extérieur, ni les obstacles que tu rencontres, ni les personnes qui te critiquent. C'est cette voix intérieure qui te dit constamment que tu n'es pas assez bon, que tu aurais pu faire plus, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas en toi. L'autocritique excessive est l'une des formes les plus destructrices d'autosabotage. Et si tu ne la contrôles pas, elle deviendra le plus grand obstacle entre toi et la vie que tu désires. Il ne s'agit pas d'ignorer les erreurs ou d'éviter la responsabilité. Évaluer nos actions est essentiel pour s'améliorer. Mais il y a une différence entre apprendre d'une erreur et se torturer mentalement pour chaque échec. L'autocritique extrême ne t'aide pas à grandir. Elle te paralyse, te remplit d'insécurité et te maintient coincé dans un cycle de doute constant. Le problème est que beaucoup de gens confondent l'autocritique avec l'amélioration personnelle. Ils pensent que se punir mentalement les rendra plus forts ou que d'être dur avec eux-mêmes évitera de futures erreurs. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Plus tu te punis, plus tu auras peur d'agir. L'esprit commence à associer l'erreur à une souffrance inutile, et au lieu d'apprendre et de continuer à avancer, tu resteras bloqué, évitant les défis par peur d'échouer. Pense à la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu fais une erreur, te dis-tu des choses comme « je suis un échec » ou « je ne fais jamais rien de bien » ou analyses-tu la situation objectivement et cherches-tu des solutions? La façon dont tu te parles détermine ta confiance en toi, ta résilience et ta capacité à surmonter les difficultés. Si tu traitais un ami comme tu te traites toi-même, resterait-il à tes côtés? Alors, pourquoi permets-tu à cette voix intérieure de te traiter de manière si cruelle? Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance inutile n'est qu'une perception. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur te tourmente, le problème n'est pas dans la chose elle-même, mais dans l'interprétation que tu en fais. » Il en va de même pour l'autocritique. Ce n'est pas l'erreur qui t'arrête, mais le sens que tu lui donnes. Une erreur peut être vue comme une opportunité d'apprentissage ou comme une preuve que tu ne vaux rien. Le choix t'appartient. La clé pour éliminer l'autocritique n'est pas d'ignorer les erreurs, mais de changer la façon dont tu les interprètes. Au lieu de te dire « je suis un désastre », demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Au lieu de répéter « je n'y arriverai jamais », reformule avec « c'est un défi, mais je peux m'améliorer ». Changer ton dialogue interne n'est pas une question de positivisme naïf, mais d'entraîner ton esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Il est également crucial de se rappeler que personne n'est parfait. Faire des erreurs ne te rend pas moins précieux. Si tu regardes la vie de n'importe quelle personne réussie, tu verras qu'elles ont toutes échoué à un moment donné. La différence est qu'elles ne sont pas restées coincées dans la culpabilité. Elles ont appris, ajusté et sont passées à autre chose. Si tu veux avancer, arrête d'être ton propre bourreau. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de t'améliorer constamment. L'autocritique ne te définit pas. Ce que tu fais après, elle le fait. Numéro 6. Change ta perspective et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu expérimentes dans la vie passe d'abord par le filtre de ton esprit. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine ton état émotionnel, mais comment tu l'interprètes. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir de manière complètement opposée. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'elles sont. Et voici la clé. Si tu changes ta perspective, tu changeras ta réalité. L'esprit humain est conditionné à chercher des motifs, à interpréter des événements et à leur donner un sens. Mais ce processus n'est pas toujours objectif. Souvent, tu traînes des croyances qui déforment la façon dont tu vois les choses. Un obstacle peut être vu comme une tragédie ou comme une opportunité de croissance. Un échec peut être interprété comme la fin d'un chemin ou comme le début d'un meilleur.
La différence ne réside pas dans la situation, mais dans la manière dont tu décides de la percevoir. Le problème est que la plupart des gens ne remettent pas en question leurs propres interprétations. Ils vivent piégés dans une narration qu'ils ont répétée pendant des années sans se rendre compte qu'ils pourraient la changer. Ils se convainquent que la vie est injuste, que tout est difficile, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour s'améliorer. Et à la fin, cette perspective devient une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois que tu ne peux pas, tu n'essaieras même pas. Si tu supposes que tout est contre toi, tu vivras en résistance constante. Alors, comment changer de perspective? D'abord, remets en question tes pensées. Chaque fois que tu es confronté à un problème, demande-toi: est-ce que je vois toute la situation ou seulement une partie de celle-ci? La plupart du temps, nous nous concentrons uniquement sur le négatif et nous négligeons les opportunités qui existent dans la même expérience. Deuxièmement, observe comment tu réagis face aux défis. Te frustres-tu immédiatement ou cherches-tu des solutions? Une personne qui voit l'échec comme un apprentissage progressera plus rapidement que quelqu'un qui l'interprète comme un signe qu'il n'est pas assez bon. Troisièmement, apprends à reformuler ton langage interne. Au lieu de dire « c'est impossible », essaie « c'est un défi, mais je peux trouver un moyen de le surmonter ». De petits changements dans la façon dont tu te parles à toi-même peuvent faire une grande différence dans la façon dont tu affrontes la vie. Enfin, entoure-toi de personnes et de contenus qui élargissent ta façon de penser. La perspective ne se forme pas seulement avec des expériences personnelles, mais aussi avec ce que tu consommes. Si tu t'entoures de négativité, tu finiras par voir le monde de la même manière. Mais si tu cherches des idées qui défient tes croyances et élargissent ta vision, tu commenceras à voir des possibilités là où avant tu ne voyais que des problèmes. Le monde ne va pas changer pour s'adapter à ton confort. Mais si tu décides de changer la façon dont tu le vois, tu découvriras qu'il y a toujours plus de chemin que tu ne l'imaginais. Tout commence dans ton esprit. Ta perspective est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Si tu apprends à l'utiliser à ton avantage, rien ne pourra t'arrêter. Numéro 7. Découvre le pouvoir que tu as en toi. La plupart des gens passent leur vie à chercher des réponses à l'extérieur. Ils attendent que quelqu'un d'autre leur dise quoi faire, que les circonstances changent, que le moment parfait pour agir arrive. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce dont ils ont besoin est déjà en eux. Il ne s'agit pas de motivation vide ou de belles phrases. Il s'agit d'une vérité que peu acceptent. Tu es plus fort que tu ne le penses, mais tu ne le découvriras que lorsque tu oseras te confronter à toi-même. Dès le moment où nous naissons, la société nous apprend à chercher une validation externe. On nous conditionne à croire que le succès dépend de l'approbation des autres, que le bonheur réside dans ce que nous possédons, que la valeur personnelle se mesure en réalisation et en reconnaissance. Et ainsi, nous nous éloignons de notre véritable essence. Nous nous déconnectons du pouvoir interne qui nous permet de relever n'importe quel défi, de prendre des décisions en toute confiance et de construire la vie que nous voulons. Mais voici la clé. Personne ne te donnera la permission d'être fort. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va éveiller en toi le pouvoir que tu possèdes déjà. C'est quelque chose que seul toi peux faire. Et la première étape est d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur. La force intérieure ne consiste pas à ne pas ressentir de peur, mais à ne pas laisser la peur te contrôler. C'est la capacité de continuer malgré les doutes, d'agir même lorsque tu n'as pas de garantie de succès. Et le plus important, c'est comprendre que tout ce que tu affrontes est une opportunité pour développer cette force. Chaque obstacle, chaque erreur, chaque échec est un entraînement pour devenir plus résistant, plus conscient et plus maître de toi-même. Le problème est que la plupart des gens ne veulent pas passer par ce processus. Ils préfèrent le confort des excuses, le refuge de la plainte, la sécurité de la médiocrité. Mais ce n'est pas une option si tu veux vraiment découvrir ton pouvoir. Tu dois te défier. Tu dois sortir de ta zone de confort et affronter ce que tu crains le plus.
parce que ce n'est que lorsque tu te mets à l'épreuve que tu découvres de quoi tu es fait. Pense à un moment difficile de ta vie, quelque chose que tu pensais ne pas pouvoir surmonter à l'époque. Mais te voilà en train de lire ceci. Tu l'as surmonté. Et tu le feras encore et encore. Parce que la résilience fait partie de toi, même si tu l'as oublié. N'attends plus. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur. Prends le contrôle. Agis avec détermination. Et tu verras que le pouvoir que tu as en toi est bien plus grand que ce que tu n'as jamais imaginé. Numéro 8. La visualisation est la première étape vers la réussite. Tout ce qui existe a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. Chaque grande réalisation, chaque progrès, chaque transformation personnelle a commencé par une vision claire de ce que l'on voulait atteindre. La visualisation n'est pas seulement imaginer un avenir idéal, c'est entraîner votre esprit à rendre possible ce qui n'est pas encore arrivé. Le problème est que la plupart des gens utilisent la visualisation contre eux. Ils passent plus de temps à imaginer des échecs qu'à réussir, plus de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait mal se passer qu'à planifier ce qui pourrait bien se passer. Sans s'en rendre compte, ils programment leur esprit pour l'échec avant même d'essayer. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. Lorsque vous visualisez clairement, vous envoyez des signaux à votre esprit et à votre corps sur ce à quoi ils doivent s'attendre. Les athlètes de haut niveau, les entrepreneurs les plus prospères et les personnes qui réalisent des changements radicaux dans leur vie ont utilisé cet outil pour entraîner leur subconscient et préparer leur chemin vers le succès. Mais visualiser n'est pas simplement penser à ce que vous voulez. C'est le faire avec détail, avec émotion, avec la certitude que c'est possible. Il ne suffit pas de dire « je veux m'améliorer », vous devez vous voir vous-même ayant déjà réalisé ce changement. Si vous voulez être plus discipliné, imaginez clairement votre routine quotidienne. Ressentez la satisfaction de remplir vos engagements. Vivez mentalement l'effort et la récompense. La visualisation fonctionne parce qu'elle entraîne votre cerveau à accepter le succès comme quelque chose de normal. Si vous vous voyez constamment comme quelqu'un de capable, de fort et de déterminé, votre esprit cherchera des moyens de faire correspondre cette image à la réalité. En revanche, si vous vous voyez comme quelqu'un d'incapable, d'insécurisé ou destiné à l'échec, vous agirez inconsciemment de manière à confirmer cette croyance. La prochaine étape est de lier la visualisation à l'action. Il ne sert à rien d'imaginer un avenir meilleur si vous n'êtes pas prêt à travailler pour lui. La clé est d'utiliser la visualisation comme un renforcement mental pour ensuite prendre des décisions alignées avec cette vision. Si vous vous voyez comme une personne disciplinée, commencez à agir en tant que telle. Si vous vous imaginez atteindre un objectif, faites quelque chose aujourd'hui qui vous rapproche de lui. Faites de la visualisation une habitude quotidienne. Consacrez quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher pour visualiser clairement qui vous voulez être et ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental qui renforce vos décisions, votre concentration et votre détermination. Tout ce que vous accomplirez dans la vie dépendra de la façon dont vous entraînez votre esprit. Si vous pouvez le voir clairement, vous pouvez le construire avec action. Numéro 9. Dormez bien si vous voulez être au maximum de vos capacités. Le monde moderne glorifie le sacrifice du sommeil comme s'il était un symbole de discipline et de succès. On nous a vendu l'idée que dormir moins est synonyme de travailler plus, de mieux utiliser le temps, de montrer de l'engagement. Mais la réalité est autre. Se priver de repos ne vous rend pas plus fort, il vous rend plus faible. Si vous voulez vraiment être au maximum de vos capacités, vous devez comprendre que le sommeil n'est pas un luxe, mais un outil fondamental pour la performance physique, mentale et émotionnelle. Chaque fois que vous décidez de dormir moins pour faire plus, vous sabotez en réalité votre propre progrès. La science le confirme, le manque de sommeil affecte la concentration, la mémoire, l'humeur et la capacité de prendre des décisions. Peu importe combien d'heures vous travaillez, si votre cerveau n'est pas dans son meilleur état.
Sans repos adéquat, votre productivité chute, votre énergie s'effondre et votre capacité à résoudre des problèmes s'affaiblit. Le sommeil est le système de récupération naturel du corps. Pendant la nuit, le cerveau traite l'information, consolide les souvenirs et élimine les toxines accumulées pendant la journée. C'est le moment où les cellules se régénèrent, les muscles se réparent et le système immunitaire se renforce. Si vous interrompez ce processus, vous freinez votre croissance à tous les niveaux. Mais le problème n'est pas seulement de dormir peu, mais aussi de mal dormir. Beaucoup de personnes passent des heures au lit, mais leur qualité de sommeil est médiocre. Elles se réveillent fatiguées, sans énergie, sans clarté mentale. Pourquoi ? Parce que le repos profond est affecté par de mauvaises habitudes, l'utilisation excessive d'écran avant de dormir, la consommation de caféine à des heures tardives, l'absence d'une routine nocturne qui indique au corps quand il est temps de se détendre. Si vous voulez être au maximum de vos capacités, vous devez prioriser votre repos. Cela ne signifie pas dormir plus que nécessaire, mais optimiser la qualité du sommeil. Établissez un horaire fixe pour vous coucher et vous réveiller. Évitez l'exposition à la lumière bleue avant de dormir et créez un environnement qui favorise la relaxation. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Il ne sert à rien de vous forcer au maximum si votre esprit est épuisé et que votre corps n'a pas l'énergie pour soutenir votre performance. Bien dormir n'est pas une option, c'est une exigence pour toute personne qui veut atteindre son plein potentiel. Ne vous trompez pas en croyant que dormir moins vous rendra plus productif. La vraie discipline est de prendre soin de votre corps et de lui donner ce dont il a besoin pour être au plus haut niveau. Votre performance dépend de votre repos. Si vous voulez vraiment être fort, concentré et mentalement clair, commencez par respecter votre sommeil. Numéro 10. Ce qui fait mal aujourd'hui te rendra plus fort demain. La douleur est inévitable, mais la façon dont tu la gères définit qui tu es. Tu peux la voir comme une punition injuste ou comme un outil de croissance. La différence entre les personnes qui se renforcent et celles qui se brisent ne réside pas dans ce qui leur arrive, mais dans la façon dont elles l'interprètent et ce qu'elles en font. Ce qui te fait mal aujourd'hui n'est pas la fin, mais l'opportunité de construire la version la plus forte de toi-même. La plupart des gens craignent la douleur. Ils la fuient, l'évitent à tout prix, résistent à l'affronter. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la douleur n'est pas l'ennemi. C'est le professeur le plus impitoyable, mais aussi le plus efficace. Chaque coup, chaque échec, chaque déception contient une leçon qui peut te rendre plus sage, plus résistant et mieux préparé pour ce qui vient. Si tu l'évites, tu te prives de l'opportunité de grandir. Quand tu traverses des moments difficiles, ton esprit essaiera de te convaincre que tu ne peux plus, que renoncer est la meilleure option. Mais voici la clé. La résilience ne se construit pas dans le confort, mais dans l'adversité. Chaque fois que tu affrontes la douleur avec détermination, tu deviens quelqu'un de plus fort. Et la prochaine fois que la vie te frappe, tu seras mieux préparé. Le problème est que beaucoup de gens restent coincés dans la souffrance sans en tirer profit. Ils se victimisent, revivent encore et encore ce qui leur est arrivé sans l'utiliser pour s'améliorer. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant qu'elle n'a pas d'importance. Il s'agit de l'accepter, d'apprendre d'elle et ensuite de continuer avec plus de clarté et de force. Pense à n'importe quel accomplissement important de l'histoire. Aucun grand exploit n'a été réalisé sans sacrifice, sans effort, sans moment de doute et de désespoir. Il en va de même pour toi. Chaque difficulté que tu surmontes ajoute une couche de résistance à ton caractère. Si tu apprends à voir la douleur comme un outil de transformation plutôt qu'une malédiction, tu deviendras inébranlable. Peu importe à quel point le moment que tu vis est difficile. Il ne sera pas éternel. Il passera. Et quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte que cette souffrance était nécessaire pour te transformer en quelqu'un de meilleur. Ce qui fait mal aujourd'hui,
sera la base de ta force demain. Choisis d'affronter la douleur avec courage. Utilise-la comme carburant. Ne laisse pas qu'elle te détruise. Utilise-la pour te construire. Parce qu'à la fin, la douleur est temporaire, mais la force qu'elle te laisse est pour toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.